Et on va passer la parole donc à Samy Zéro, si tu veux bien, Frédéric, et merci, pour qu'il nous parle justement de la conduite diagnostique par l'écho-Doppler, à la fois de la maladie veineuse profonde, thrombotique, avec ses conséquences secondaires et tardives. Localisation, meilleure précision du diagnostic, évaluation du risque de migration, capacité éventuelle de recanalisation potentielle, etc. Cette imagerie nouvelle et ultrasonore est maintenant très, très importante. On en reparlera peut-être aussi avec nos deux amis radiologues vasculaires, ici présents, Sapoval et puis Gérard Morvan, qui pourra peut-être commenter cette exploration imagière de la maladie veineuse profonde. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers amis, chers confrères, merci de me donner cette opportunité donc, de parler d'un sujet qui ne manque pas d'intérêt et puis aussi le privilège d'être ici dans ce lieu très prestigieux où j'ai fait d'ailleurs mes premières classes, juste à côté à la faculté Paris 5. Voilà, donc je voulais aussi remercier Mathieu Justin pour souligner la difficulté qu'on a, nous, en tant qu'explorateurs, à explorer ce syndrome post-thrombotique, parfois chez des patients obèses. Et on va parler de ces aspects-là, donc assez techniques, mais parfois peuvent rendre des services. Donc j'ai trouvé des chiffres un petit peu équivalents à Frédéric Pin, donc sur une syndrome post-thrombotique complication fréquente, donc 20 à 50% de la thrombose veineuse profonde, parfois invalidante et coûteuse. Après également donc avec des formes sévères, donc de 5 à 10%, et qui peuvent impacter la qualité de vie. Ces patients souffrent souvent donc, de tension, d'œdème, de sensations de diesthésie, de lourdeur, tout un faisceau de symptômes non nociceptifs, pas du tout spécifiques forcément à ce syndrome, et qui sont rattachés des fois à la maladie veineuse, mais en lisant, en étant un peu à l'écoute de l'anamnèse, c'est l'antécédent de thrombose veineuse profonde qui peut rattraper et qui peut amener vers ce syndrome. Ces symptômes donc évoluent dans le temps. Ils ont une spécificité, on va dire, une valeur presque pathognomonique quand elles sont aggravées à la marche, réalisant une véritable claudication veineuse. Ces symptômes et ces signes vont évoluer vers une véritable décompensation vasculotissulaire, en passant par tous les stades, de la modification tissulaire jusqu'au stade ultime qui est l'ulcère, avec bien entendu un impact sur le vécu du patient et donc vers la qualité de vie. Les solutions thérapeutiques du syndrome post-thrombotique sont limitées et la prévention reste par conséquent capitale. Donc, la reconnaissance, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de diagnostic, puisque le diagnostic, comme on l'avait dit, est un diagnostic clinique, mais le défi, quelque part, c'est la reconnaissance de critères échographiques, ou bien cliniques et échographiques, de survenue d'un syndrome post-thrombotique, après la survenue d'une thrombose veineuse profonde, et qui impliquerait une prise en charge précoce et ciblée. Selon la littérature, il est difficile de prédire dans la phase aiguë de la thrombose veineuse profonde de manière fiable quels patients sont susceptibles de développer le syndrome post-thrombotique. Il y a des études qui ont identifié la thrombose veineuse profonde résidente homolatérale comme un facteur de risque important de syndrome post-thrombotique. Cependant, la plupart des sans antécédents apparents de thrombose veineuse profonde récidivante peuvent également développer des symptômes graves de syndrome post-thrombotique au fil du temps. On pense généralement que le syndrome post-thrombotique se développe à la suite d'une hyperpression veineuse, comme vient de l'expliquer Frédéric. Cette hyperpression veineuse qui est due à un remaniement, tout un remodelage au niveau valvulaire et dans la paroi, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu, avec des lésions valvulaires, d'évaluation, de rétrécissement, voire ces deux facteurs d'obstruction du reflux valvulaire voire la combinaison des deux, vont
impliquer une hyperpression veineuse en amont et en distalité qui va réduire la perfusion du volet et puis amener à une augmentation de la perméabilité tissulaire et qui favorisera les manifestations cliniques dans un premier temps, puis les manifestations tissulaires. La difficulté majeure est le défi, comme je le disais, d'évaluer objectivement la sévérité du problème et le relier au site de remodelage veineux. Avant, donc, il y a quelques années, on a essayé d'utiliser la plétismographie, même la pression veineuse après exercice, pour essayer d'évaluer cette sévérité, mais on s'est vite rendu compte de ses limites parce que pensez bien, alors, ceux qui ont utilisé la plétismographie, cette plétismo a tendance donc à bien diagnostiquer par voie indirecte le retour veineux à la phase aiguë de la thrombose veineuse profonde, et a tendance à se normaliser après sur le long terme. Il y a également le fait que la plétismographie est souvent donc, utilisée chez des patients allongés avec donc un membre surélevé. Il y a également le fait de la difficulté donc, de rendre compte du système veineux superficiel qui aide le système veineux profond par ce moyen. Et vous verrez que également, par l'échodoppler, ça peut être également une limite dans cette évaluation. Alors, est-il possible d'identifier les patients présentant différents risques de syndrome post-thrombotique? Simplement, est-ce que le syndrome post-thrombotique peut être prédit? Donc, jusqu'à présent, il y a 2 scores qui ont été dérivés de 2 études qui suggèrent une prédiction. Le premier a été dérivé de l'étude de SOX, le second de l'étude idéale. Dans l'étude de SOX, vous voyez bien donc, qu'un des facteurs, c'est la détermination, donc, comme disait Frédéric tout à l'heure, c'est l'implication de l'axe veineux iliaque dans la thrombose, un des facteurs, et puis un IMC supérieur à 35, et puis une stratification du risque de Villalta qui pourrait donc être un des facteurs de prédiction. Ce qui nous intéresse également dans le second, le critère échographique mentionné donc avec une thrombose résiduelle, comme vous le voyez sur la flèche, où on peut l'évaluer par un critère coté à 1 après 6 mois d'évolution. Mais il est encore trop tôt pour les recommander dans cette prédiction systématique du syndrome post-thrombotique. Donc, pour prédire, avant tout, on devrait idéalement connaître les caractéristiques de base lors de la présentation initiale d'une thrombose veineuse profonde pour en déterminer donc l'impact pronostique sur le développement du syndrome post-thrombotique, puis par là cibler un traitement précoce agressif selon une optimisation de la balance bénéfice-risque. Pour rendre compte un petit peu de cette difficulté qu'on vient de souligner, je voulais vous présenter 2 cas cliniques. Donc, un premier cas d'un patient donc, âgé de 66 ans avec un IMC de 31, donc pas beaucoup d'antécédents, en dehors d'une hépatite C, un syndrome d'apnée du sommeil, qui, il y a 7 ans, donc, a été prise en charge, que j'ai pris en charge pour une thrombose veineuse profonde surale poplitée droite, dans un contexte d'hospitalisation avec une inflammation au genou. Il avait donc à 3 mois un score très bas, donc il n'y avait pas de syndrome post-thrombotique avec un Villalta à 3, un SOX à 3. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce que j'ai pu faire comme exploration échographique, donc après avoir bien vérifié donc, la perméabilité, comme vous le voyez, de l'axe, des axes ilio-cave, où on peut très très bien, donc j'insiste un petit peu sur la pertinence et l'intérêt de bien explorer donc cette partie de la veine cave inférieure sur un abord sous-xiphoïdien qui peut très très bien éliminer un thrombus in situ. On peut également et très facilement, si on se donne le temps et donc dans des moyens, avec tous les moyens, donc chez un patient âgé, on peut bien explorer les veines iliaques. On peut également, contrairement à ce qu'on pense, explorer les veines iliaques internes. Donc, vous voyez une veine iliaque interne, où on peut, dans certains cas, avoir un thrombus sur l'iliaque interne. Il y a également dans cette parenthèse, je voulais également vous rappeler que l'échodoppler est très performant sur l'analyse du vaisseau, de la veine. On
en pouvant, comme vous le voyez sur cette vidéo, explorer donc lors de la chasse, la systole, donc, le flux à travers ces valves, et donc pouvoir un petit peu, donc, avec un examen aussi accessible que l'écho-Doppler, évaluer cette souplesse des valves et donc de la coalescence donc, de ces valves. On peut donc, pour revenir à notre patient, ce thrombus à 3 mois, donc avec une échogénicité, une recanalisation partielle avec sur les 2 axes longitudinal et transversal, avec, comme vous le voyez, donc un flux qui moule le thrombus. On peut voir son adhérence et son extension. À cette occasion, j'ai pu comparer le reflux sur le membre atteint et le membre non atteint. Ce qui est intéressant de voir ici, sur le membre atteint à votre gauche, donc un reflux et un reflux, on va dire, entre guillemets, pathologique, et je vais vous dire pourquoi je dis entre guillemets, puis à droite, un reflux physiologique. Sur votre gauche… C'est la couleur bleue qui est un signal de reflux pathologique? Pas tant, non, tu demandes tout le monde n'est pas échographiste. Merci de nous… C'est surtout sur la courbe. La direction du flux, c'est ça, la courbe en bas. Et surtout sur la courbe spectrale qui est ici. Donc, sur cette courbe-là, vous voyez qu'il y a un temps lent de reflux. Ici, il y a un temps très court. Donc, plusieurs paramètres ont été proposés. Donc, le premier, bien entendu, a été le temps de reflux, qui est très lent. Donc, je vous rappelle que la thrombose concernait ce vaisseau-là, cette veine poplitée. Ici, le temps de reflux est bas. Ici également, il y a une vitesse de reflux. Ici, il y a une vitesse de reflux plus grande, un peu plus grande. Et ici, non, il y a aussi un troisième paramètre qui est l'air sous la courbe, donc le volume de reflux. Actuellement, donc, je vais revenir sur ces paramètres-là. Donc, également, donc, il y a aussi le temps d'exploration du réseau veineux superficiel qui est très important pour avoir un examen de référence, pour savoir s'il y a une maladie veineuse, sachant que l'insuffisance veineuse est déjà un facteur démontré indépendant donc de prédiction de syndrome post-thrombotique si on a une maladie veineuse sous-jacente, et également pour savoir s'il y a une vicariance par la suite. 7 ans après, donc il y a quelques jours, je revois ce patient avec une VA3, donc un absent de syndrome post-thrombotique, malgré les séquelles que vous allez voir, et toujours un C3. Donc, les séquelles morphologiques sont les suivantes, comme vous le voyez. Donc, il y a une veine poplitée légèrement donc, rétractée ici, versus 7 mm versus 10 mm sur la contralatérale. Et on voit le cordon calcifié endofibreux à l'intérieur de la veine poplitée. On peut également donc, explorer toutes les synéchies valvulaires calcifiées. Un deuxième cas clinique avec ce patient qui se présente à 62 ans, il y a une IMC à 26, d'emblée donc avec un ulcère veineux, avec un statut inconnu et un traitement non codifié. Il n'avait pas connaissance, ni son entourage, qu'il a eu une thrombose veineuse profonde. Donc, à l'écho-Doppler, on a vu des séquelles de thrombose, un peu comparables à ce qu'on avait vu dans le cas précédent, à la différence que le reflux ici a un pic de vitesse de reflux beaucoup plus élevé. Voilà, donc il est à 124 cm/s, alors que le débit, il est à peu près équivalent au cas précédent. Tout ça pour vous dire que un des paramètres qui est actuellement considéré comme un facteur donc prédictif de syndrome post-thrombotique, c'est cette vitesse de reflux maximale. Les autres paramètres n'ont pas vraiment été encore étudiés, quoique certains auteurs préconisent vraiment que le volume de reflux, donc l'air sous la courbe, soit considéré comme un facteur de prédiction. Je rappelle également donc, que l'atteinte du segment iliofémoral significativement associée, selon cette étude, à des symptômes sévères. Et puis, dans la phase tardive, la présence de reflux dans la veine fémorale et la veine poplitée considérée comme contribuant au syndrome post-thrombotique.
Les séquelles fémorales chez ce même patient avec le syndrome post-thrombotique, on peut voir ici sur cette veine fémorale une modulation respiratoire, donc une veine fémorale qui encore remplit son rôle au moins partiellement. Et puis, si on fait une chasse veineuse, on voit ici un reflux que j'appelais tout à l'heure pathologique, parce qu'à la fois, il a une vitesse de reflux importante et en même temps, un volume de reflux important. Donc, tous ces paramètres n'ont pas été encore très étudiés et peuvent néanmoins donner peut-être à l'avenir des perspectives dans la prédiction du syndrome post-thrombotique, condition de pouvoir prévoir des études de bonne qualité. Autre chose que je n'ai pas souligné, c'est surtout la vicariance, donc qu'on voit rarement, mais que je vois très fréquemment, c'est la vicariance par la veine gastronémienne dans les thromboses veineuses fémorales et poplitées. On peut voir ici la veine gastronémienne qui, avec une modulation respiratoire et un flux de reflux. Ici, la vicariance se faisait par un paquet veineux très superficiel avec une modulation respiratoire et donc avec un Valsalva, c'est-à-dire une réactivité et la preuve que cette veine était relativement efficace et suppléait la thrombose et les séquelles de thrombose. Je finirai sur ce cas clinique, sur cet aspect d'épaisseur de la paroi veineuse qui, à ce jour, n'a pas eu beaucoup d'intérêt dans l'évolution de la maladie post-thrombotique. Sur ce patient-là, j'ai trouvé donc sur l'axe veineux atteint 1,445 mm versus 0,49 sur le contrôle latéral. Peu d'études et pourtant, c'est la paroi qui est l'indicateur direct du remodelage. La formation du thrombus s'accompagne d'une réponse inflammatoire qui remodèle le thrombus lui-même et la paroi veineuse, comme je viens de le dire. Excusez-moi. Le thrombus peut disparaître partiellement ou complètement, ou il peut emboliser. Il ne se résout pas complètement. Et par la suite, donc, il y a un véritable remodelage ultérieur avec toute la panoplie et la formation du collagène. Cette étude donc, a démontré que l'inflammation pourrait jouer un rôle dans la clairance incomplète du thrombus, l'obstruction veineuse et le développement du syndrome post-thrombotique. Cette autre étude a eu les mêmes conclusions sur le remodelage attribuable à une réponse inflammatoire avec l'utilisation de l'IRM injecté avec un rehaussement de la paroi veineuse aussi de thrombose et qui suggérait une extravasation. Néanmoins, le gadolinium n'a pas rehaussé la paroi chez les patients atteints de syndrome post-thrombotique, ce qui peut-être indiquait un mécanisme à long terme différent pour l'épaississement de la paroi. Une autre étude récente qui examine le tissu provoquant le syndrome post-thrombotique par endoflémectomie et qui montrait des changements lumineux, donc avec des composés de collagène 1 et 3, et surtout situés, observés dans les zones où la thrombose était en contact avec la paroi veineuse. Deux dernières études qui sont pionnières, je dirais, sur l'évaluation de la paroi veineuse dans l'évolution du syndrome post-thrombotique. Ici, 32 patients avec 12 patients avec résolution de thrombose veineuse à 6 mois, 10 patients avec thrombus persistant à 6 mois et 10 témoins sains ont été comparés. Les thromboses veineuses profondes résolutives et non résolutives étaient associées à une épaisseur de paroi veineuse multipliée par 1,5, 1,8 à 6 mois par rapport au segment de paroi veineuse non affectée. Je voulais aussi rajouter cette étude également de Labropoulos qui montrait déterminer les effets aigus et chroniques du thrombus de la paroi veineuse. L'épaisseur de la paroi augmente dans tous les segments veineux des membres inférieurs des patients atteints d'une thrombose veineuse profonde et du syndrome post-thrombotique. Et puis, la question de l'évaluation échographique de la paroi veineuse. Nous avons réalisé une étude multicentrique qui est soumise à publication et qu'on a publiée dans le Congrès mondial de phlébologie et qui montre une corrélation entre
l'évaluation échographique et la mesure donc microscopique à l'anapathe et qui montrait une très bonne fiabilité avec une bonne sensibilité et spécificité. Merci pour ta conclusion. Voilà. L'importance clinique du remodelage de la paroi veineuse n'est pas claire. La mesure de la paroi veineuse pourrait être un outil non invasif et un paramètre in vivo intéressant en complément des mesures de diamètre et de reflux dans le suivi de la thrombose veineuse profonde. Reste à démontrer sa puissance prédictive dans l'apparition du syndrome post-thrombotique. Je vous remercie. Merci Samy pour ces notions hémodynamiques. Aujourd'hui, l'hémodynamique est fondamentale. Je dirais que même c'est le gold standard à l'époque où il y avait la phlébographie ou phlébographie rétrograde, qui a peut-être encore une place dans certaines indications préopératoires. Je voudrais revenir sur deux choses sur les reflux. Il y a deux choses à noter dans la maladie post-thrombotique et je voudrais rappeler un travail de François Becker dans les années 90 qui mettait en évidence un flux de dérivation au niveau de la veine saphène dans les syndromes obstructifs fémoraux. C'était très simple à faire. Et normalement, sur la veine saphène, chez le sujet en position allongée, il n'y a jamais aucun flux, sauf par grande période de chaleur. Et il trouve que lorsque tu as une occlusion complète de l'axe du tronc collecteur fémoro-poplité, il y a un flux de dérivation qu'on appelle le signe de François Becker. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est l'indice de Psatakis. Est-ce que tu connais l'indice de Psatakis? Est-ce que tu l'utilises? Je voudrais d'abord nous dire ce que c'est. L'indice de Psatakis, c'est le rapport dans les reflux entre le pic d'éjection et le pic de reflux. Et qui, normalement, pour Psatakis, donnait, et peut-être que Marzia pourra nous en dire un mot, parce que Michel Perrin l'utilisait beaucoup dans la chirurgie veineuse profonde. L'indice de Psatakis. Non. Marzia, tu veux un petit mot? Oui, en effet, c'est un index que nous avons utilisé dans le passé. Et maintenant, je dois dire que nous avons changé beaucoup notre attitude, surtout pour ce que ça concerne les données quantitatives que l'échodoppler a nous montré de n'être pas valides. Enfin, ça, c'est le véritable problème de tous les fois que nous utilisons l'échographie. Aujourd'hui, on va pousser très vite sur la plétismographie, qui n'est pas tout à fait celui-là que nous avons vu de façon traditionnelle, parce que maintenant, avec les Wi-Fi, et nous avons la possibilité de faire la plétismographie quand le patient fait une normale déambulation. Ça nous a montré des données très importantes, et surtout à niveau des résiduels veineuses, les volumes. Nous avons bien compris que tous les problèmes sont les volumes, et nous avons maintenant une discriminante entre les reflux et l'obstruction qui nous n'avons pas été en avant. Ça, ce sont des données qui ont déjà été publiées il y a une année, plus ou moins. Et on peut dire que la pression veineuse cruante et les Psatakis, maintenant, on n'utilise pas du tout. Merci. Je voudrais simplement rappeler que malheureusement, la plétismographie a disparu de nos habitudes, surtout en France, depuis son déremboursement, parce que la plétismographie AR était une méthode excessivement efficace sur le plan quantitatif. Oui, Alors, c'est vrai qu'il y a un véritable problème de reproductivité de l'examen échographique. Hein. Donc, si je trouve un flux ou un reflux chez un opérateur A n'est pas le même que chez l'opérateur B. Effectivement, des indices de ce type-là permettent un petit peu de s'affranchir un petit peu de la non-reproductibilité. Donc, en soustrayant la chasse du flux, du reflux. Ceci étant, moi je pense que je te le disais tout à l'heure, que des examens comme la plétismographie par impédance devraient un petit peu revenir dans le champ d'action pour pouvoir un petit peu évaluer le retour veineux. Et malheureusement, effectivement, elle n'est plus enseignée, elle n'est pas aussi disponible. Il y a des raisons à ça, il y a des raisons économiques, elle a été décotée. Je pense qu'elle nous rendrait vraiment de fiers services, au moins pour l'évaluation de ces cas de maladie post-thrombotique. Jean-Claude, nous... Oui, juste une petite chose à ce sujet-là. On a commencé à en parler, alors je suis très content, de la plétismographie, pour rendre encore à Bernard Andréassian un hommage. Hein, je veux dire, quand on était dans les années 80,
s'intéressait à la pathologie veineuse, etc. Et la pétismographie, on avait énormément remarqué la problématique entre les syndromes obstructifs et les syndromes restrictifs. Et je veux dire qu'à ce moment-là, on pouvait classifier complètement différemment la dynamique veineuse. Puis on a vu ça disparaître, alors qu'en fait, on a l'impression que ça rapporte des éléments complémentaires. Et la deuxième petite chose sur la clinique, pour Frédéric aussi, la clinique, puisqu'on la développe, etc. Il faut penser aux ankyloses. C'est des choses excessivement importantes à partir du moment où il y a une évolution progressive. Tu dis on parlera d'autres choses sur les ulcères, mais je veux dire, c'est une prévention. Dès qu'on commence, on fait la contention. Il faut voir la mobilité de la cheville, etc. C'est des éléments très, très importants pour le confort des patients et le suivi. Merci Jean-Claude, merci Samy.